Du coup, pour te lancer, et au vu de l'intitulé de notre journée sur utopie et paysage, euh, on avait envie de te demander très franchement et très frontalement si, euh, à travers Nul homme n'est une île, euh, se dessinerait un paysage utopique qui serait le résultat de la mise en réseau de tous ces différents, tous ces différents, de ce local multiple que tu vas arpenter. Et en tout cas, est-ce que, enfin, le mot qui me semble évident et qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est est-ce que ce paysage utopique, s'il existe, il est dans la forme même de ton film, en tant que montage, parce que évidemment, ça semble assez central, cette question du montage, puisque la structure du film, très circulaire elle-même, invite aussi à penser la question de l'insularité, qui est dans le titre. Est-ce que c'est le montage, le montage te semble-t-il dessiner ce paysage utopique, oui ou non? Est-ce que cette mise en réseau qu'on te propose te semble une définition satisfaisante ou pas? Ou bien c'est tout autre chose, et dans ce cas, on est curieux de t'entendre. Euh, c'est pas si simple de répondre à cette question. Je suis pas sûr que la notion d'utopie, elle était très présente dans l'élaboration de ce film. Aujourd'hui, je parlerai moi plus facilement d'un paysage minoritaire. Par rapport à la question de l'insularité, donc effectivement, ce sont des situations territoriales qui sont éloignées dans l'espace et dans le temps, puisque pour moi la séquence de la fresque existe au même plan que les autres. Mais néanmoins, il y a des articulations que le film montre, des cols, des passes, et ça a autant d'importance, ces connexions-là, que donc du coup, c'est plutôt un local en archipel que le film essaie de donner à voir. Alors il y a une dimension performative, c'est-à-dire que le film, en ce sens utopique, effectivement, dans le sens atopos, quoi. Le film fait exister quelque chose. Oui, le film fait exister quelque chose qui n'existe pas réellement. Mais qui pourrait. Parce que donc c'est moi qui décide effectivement de faire coexister dans la même forme la fresque du bon gouvernement, le village de Vrine, le Bregenzerwald, enfin le Vorarlberg et les Galline Felici. Donc en fait 4 situations et 4 échelles de local très différentes. Et ça, c'était important pour réfléchir à ce que c'est le local, de comparer dans le même film une échelle communale, une échelle régionale, et aussi de dire que le local, c'est pas forcément d'ailleurs une échelle territoriale, ça peut être une coopérative. Moi, je l'ai relié ces situations, je sentais qu'elles avaient quelque chose de proche, quelque chose en commun, et que c'était à la fois des valeurs, une certaine culture politique et un horizon partagé. Et j'ai voulu tester cette hypothèse-là. Et je dirais, dès les repérages, je sentais que l'hypothèse était bonne, parce que lorsque j'allais voir les Roberto Licalzi, par exemple, en Sicile, je lui parlais du projet. Et très vite, il était extrêmement curieux. Il me disait, parle-moi du Vorarlberg. Et lorsque j'ai rencontré Marcus Feist, ce menuisier un petit peu, qui prêche un peu, là, quand même. Pareil, il disait, oh, on en a assez de la légende, du mythe du Vorarlberg. Et j'ai commencé à lui parler des Siciliens. Et là, d'un coup, il s'est arrêté et il m'a dit, ça m'intéresse. Donc en fait, ce désir de comparaison et de mise en relation, il est je dis à la fois l'espace que le film montre n'existe pas et en même temps il existait en termes d'attente, de désir, il existe virtuellement dans la tête des personnages. Donc je me sentais autorisé et légitimé
par leur propre envie de se connaître les uns les autres à travers le film. Et aussi, lorsque j'évoquais la fresque du bon gouvernement, c'est pareil, ça les intéressait beaucoup de se comparer à des périodes révolues. Est-ce que vous avez une... Je peux faire circuler un micro s'il y a des questions dans la salle. Sinon, nous, on enchaîne avec Corinne. Hein, mais... Merci. Alors, moi, je voudrais quand même remercier Dominique, parce que Dominique Marché, il fait un travail important dans la manière d'explorer, en fait, la question de la représentation du et des paysages, un singulier pluriel, et dans la manière de penser les rapports de relations politiques avec le paysage. En revoyant le film, c'était la première fois que je le voyais dans ces conditions. Je voudrais rappeler peut-être que vous allez y revenir, Dominique, sur de film en film, il y a une manière aussi de creuser une représentation du paysage. On pourrait dire que dans Le Temps des Grâces, il y a cette idée du paysage tableau, avec cette position du rétroviseur et le paysage qui s'efface. Avec la ligne de partage des eaux, il y a vraiment un travail du paysage comme champ de force. Et le dernier film, La rivière, l'infrapaysage. Moi, je voudrais revenir sur Nul homme est une île, parce que ce qui quand même apparaît, vous parlez de paysage minoritaire. Alors, moi, c'est le mot minoritaire, on a l'impression toujours qu'il y a quelque chose qui se réduit dans le terme même. J'avais repéré, parce qu'il y a un très beau rapport dynamique chez vous dans la manière de filmer les paysages et d'écouter la parole. Cette parole, elle est aussi bien du côté de ceux qui travaillent le paysage, de ceux qui font aussi des projets de paysage et qui vont contredire ceux qui travaillent le paysage. Donc il y a des champs de force politiques clairement vus, mais vous ne le positionnez pas dans une forme militante, mais plutôt dans une forme de partage et d'écoute de la parole. Dans le temps de partage, dans le temps des grâces, il y a une des personnes qui travaille sur la question des sols, et à un moment donné, il dit « Le coquelicot bafoue le désir d'ordre dans le champ de blé ». Alors moi, cette phrase, pour moi, elle dit quelque chose peut-être d'une pensée, en fait, du paysage comme bien commun, et de la notion, en fait, de ce qu'on a vu dans ce film et de ce que vous travaillez dans votre filmographie, que l'utopie, elle se positionnerait aussi dans une forme de dynamique de cette diversité. Et cette diversité, est-ce que l'utopie, finalement, ça ne serait pas le désordre du paysage ? Parce que Gilles Clément aussi a quand même a beaucoup théorisé et travaillé là-dessus. Et que si vous arrivez à Nul homme n'est une île, après Le Temps des Grâces et après la ligne de partage des eaux, c'est bien qu'il y a quand même chez vous aussi une pensée du politique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a quand même l'idée, en tant que cinéaste, de résister aussi à cette position politique, de privatiser le paysage. Et on en parlait là tout à l'heure, on écoutait celui qui travaille dans la agricole et qui parlait du Roundup, par exemple, à un moment donné. Cette idée des pesticides, la question des sols. Donc cette diversité du paysage, cette question du local. Est-ce que voilà, l'utopie, c'est pas aussi revenir à une forme de pensée du désordre, en fait? Il y a un substrat un peu anarchisant dans ce film, qui n'est pas forcément toujours très bien perçu, ça dépend des gens, et peut-être aussi de la tension avec laquelle on écoute et regarde. Il y a eu du côté, en France, des réactions sur quelle drôle d'idée d'aller filmer des Autrichiens. Les Siciliens, ils sont bien, mais les Autrichiens. Et ça, c'est quelque chose, dès le début, je n'avais pas encore tourné, que déjà, on me faisait des réflexions sur le fait d'aller filmer des Autrichiens. Et moi, ça me... Donc voilà, les Autrichiens, l'ordre, la carte postale, et j'ai pas voulu me dérober face à ça. Et c'est pour ça, je montre aussi la dimension carte postale
du Vorarlberg, à la fois des services publics qui marchent très très bien, mais donc voilà, ils les ont créés, ils s'en sont dotés et ils ne sont pas tombés du ciel. Tous ces bus qu'on voit dans la séquence du Vorarlberg et du Bregenzerwald, c'est des choses qui n'existaient pas 5 ans auparavant. Et je montre aussi les harmonies, les associations musicales en costume folklorique, et en même temps la réflexion très poussée sur la démocratie participative, etc. Donc tout ça se superpose et moi je disais, méfiez-vous des apparences sur l'ordre et le désordre, et où est l'ordre et où est le désordre, parce que plus je comprenais, plus je m'intéressais, plus j'apprenais des choses sur le Vorarlberg, plus je trouvais qu'ils avaient vraiment beaucoup en commun avec les Siciliens de Gallina et Felici, et notamment dans la question du rapport à l'autorité et à l'État. Et c'est Joseph Matisse, ce maire un peu filou comme ça, très, très, très rusé dans la manière dont il a guidé en fait toute une communauté villageoise vers dont il les a fait transitionner sur 20 ou 30 ans, quasiment sans jamais leur dire. Donc méfiance vis-à-vis de l'autorité, le goût de l'horizontalité, on n'aime pas avoir des chefs, on se met autour de la table, etc. Et donc en fait, je trouvais que ces gens étaient très proches. Alors, s'il y a la fresque, c'est que donc c'est un film de français qui va voir hors de France. Il y a un côté lettre personne à l'envers. Je leur pose des questions de français. Là aussi, je voyais que, aussi bien du côté des Gallinais que des Autrichiens, ils me regardaient souvent, vraiment me disant, mais il n'y a qu'un Français pour poser des questions aussi absurdes. Je leur posais des questions sur leur organisation institutionnelle, par exemple. Mais au Vorarlberg, il n'y a pas d'architecture institutionnelle. Il y a autant d'organisations qu'il y a de projets. Donc, ils ne comprenaient pas la question. Ils adaptent le contenant au contenu. Si je suis repassé aussi par la fresque, c'est parce que, en fait, longtemps, le titre du film a été Nouvelles de l'Empire. Et j'y ai renoncé parce qu'effectivement, en France, là aussi, on ne comprenait pas de quoi je parlais lorsque je parlais de l'Empire. Pour un Français, l'Empire, c'est Napoléon, ou c'est l'Empire contre-attaque, ou c'est Tony Negri, mais c'est presque jamais le Saint-Empire romain germanique. Or, avec la fresque nous renvoie à une période, la fin du communalisme dans le nord de l'Italie, donc à un moment où tous ces territoires, cette mosaïque territoriale très complexe, avec des cités libres, mais aussi des seigneuries, mais aussi des territoires dirigés par des évêques, les territoires du Vatican, etc. Toute cette mosaïque fait le Saint-Empire romain germanique. Il y a une circulation très intense entre le monde germanique et le monde latin. Et la France, elle est extérieure politiquement à cette histoire-là. Donc, on va dire que, en tout cas, au-delà de l'opposition ordre et désordre, je pense que la question principale du film, c'est la question de l'organisation. C'est-à-dire, voilà, comment on ordonne, comment on s'organise. Oui, enfin voilà, c'est parce que moi je pense souvent. J'ai dit qu'il y avait un substrat anarchiste, mais Proudhon dit que l'anarchisme, c'est pas moins d'ordre, c'est plus d'ordre. Donc c'est une certaine idée de l'ordre. Donc c'est pas un film qui milite pour le désordre, mais c'est un film qui encourage, qui questionne, qui observe des gens qui sont en train de mettre en œuvre des modalités d'organisation qui sont pas forcément, qu'ils ne découvrent pas forcément, ou alors ils les réinventent, mais qui ont une histoire. Je ne sais pas si je vous réponds vraiment sur cette question de l'ordre et du désordre. Oui, vous me répondez, mais en fait, moi, cette idée du coquelicot, qui est d'ailleurs qui disparaît de plus en plus dans le paysage, il faut le dire,
c'était l'idée d'un paysage aussi où on accueillait justement ce mouvement du désordre. C'est pas un paysage, et dans la question de l'organisation collective, il y a une pensée en fait politique du paysage où il ne doit pas être complètement maîtrisé, contrôlé. Voilà, il y a cette idée d'un paysage en fait qu'on laisse vivre. Et d'ailleurs, cette question des poules, elle est intéressante. Il dit, je vais chercher des poules qui sont un peu folles, elles connaissent pas le sol, elles savent même pas ce que c'est qu'un ver, un insecte, et puis 1 mois et demi après, c'est le paradis pour les poules. Donc ça, c'est plus qu'une métaphore quand même. Il y a bien l'idée aussi de faire avec un paysage vivant et de trouver en fait un équilibre instable entre effectivement ordre, mais pas sur-ordre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que dans vos films, ce travail du rapport du paysage entre ordre, désordre et sur-ordre, il est quand même très présent. Et c'est une vraie question politique. Absolument. Alors, sur le désordre, ou ce qui arrive du dehors et qui peut venir bousculer, il y avait une question qui revenait très très souvent lors du tournage, c'était la question de l'accueil des migrants. Donc on en parle un petit peu avec les Galline et Felici, et il me semble que c'est évoqué aussi avec Joseph Matisse quand il parle de la façon dont ils ont fabriqué l'école. Là aussi, je pointe nos préjugés nationaux sur nos pays voisins. Lorsque je suis arrivé au Fort Albergue, notamment dans la commune d'Andelsbourg, qu'on voit dans le film, il y avait sur la façade de la maison communale des très très grands portraits photographiques de migrants qui étaient accueillis par la commune, des Afghans, des Syriens. Et donc l'Autriche, à ce moment-là, lorsqu'il y a eu un premier grand mouvement de migration, c'est le pays qui a accueilli le plus de migrants par habitant. Et au Fort Albergue, il y a eu un accueil très, très, très fort. Et non seulement ils les ont accueillis, mais ils ont quand on lançait ces chantiers participatifs, il les conviait à y participer, vraiment dans l'idée du processus participatif, c'est-à-dire de s'acculturer réciproquement et d'apprendre d'eux. Donc ça, c'était là aussi encore des points communs, malgré les apparences, entre ces communautés villageoises du Fort Albergue et les agriculteurs. Un autre mot qui est très important dans le film, il est prononcé par Caminada, et c'est quand il parle de bricolage, de l'éthique du bricoleur. Et il dit quelque chose qui, moi, me touche toujours, à chaque fois que je revois cette séquence. Il dit, quand on redonne confiance aux gens, donc il parle des artisans de sa vallée, alors à ce moment-là, beaucoup de choses deviennent possibles. Et moi, ce que j'entends, et ce que j'entends systématiquement dans beaucoup de choses deviennent possibles, c'est la notion d'accueil. Donc c'était en ce sens, le film, effectivement, il se positionne, c'est une position un peu délicate, un peu qui est à la fois, on parle beaucoup de relocalisation, de maîtrise des circuits de production, et en même temps, c'est un local qui n'est pas du tout fermé sur lui-même, c'est un local connecté, ouvert, en réseau. Une expression que j'ai entendue parfois au Fort Albergue, que je trouvais très troublante, c'est passer la commune, il n'y a plus de frontières. Donc il y a vraiment cet espace communal auquel ils sont très attachés, parce que c'est précisément l'espace, vraiment, comme dit Tocqueville, la commune, c'est l'école de la démocratie. Pour eux, la commune, ça a du sens comme espace de pratique démocratique. Et après, on s'ouvre. Comment ces gens s'y ordonnés, à un moment, se refusent à se plier à un ordre qu'ils n'ont pas choisi. Un exemple amusant, Bregenz, à un moment, se dit pourquoi est-ce qu'on postulerait pas, on candidaterait pas pour être capitale européenne de la culture.
instantanément, il dit ah oui, mais on ne peut pas le faire tout seul, il faut associer le Bregenzerwald. Une troisième fois qui dit mais quand même, nous au Vorarlberg, on n'aime pas les capitales, il faut associer, c'est un État polycentrique, il faut associer Dornbirn et Feldkirch. Donc ça commençait déjà à être... Et puis là, il y en a un quatrième qui dit mais non, mais en fait, nous, notre espace, c'est pas le Vorarlberg, c'est la vallée du Rhin. Donc il faut qu'on fasse une candidature avec la Bavière et la Suisse. Bon, alors, ils ont dit on laisse tomber. C'est ça aussi la question de l'organisation. Il y a des ordres qui ne les intéressent pas et auxquels ils refusent de se soumettre. Et notamment celui de Vienne, ils en parlent. Oui, puis tu as aussi une question d'échelle, mais ça c'est très bien dit par l'historienne de l'art qui présente la fresque. Sophie, bien sûr, a une question. Sinon... Ah, super. Par contre, comme c'est enregistré, il faut... Salut. Bonjour Dominique. En fait, c'est à moitié une question, à moitié une interrogation que je me pose, quelque chose qui m'a frappé et dont je ne sais pas quoi faire. C'est que là, donc tu parles des mots qui sont importants dans le film et tout, et moi, il y a un mot dont l'absence m'a frappé et qui pourtant me viendrait très vite à l'esprit si on me demandait de parler d'organisation alternative ou quoi. C'est le mot de communisme. Donc sans vouloir lâcher le gros mot comme ça ou quoi, je pose cette question parce que tu parles de culture politique commune, etc. Et en fait, je me demande, au-delà de ce substrat anarchique dont tu parles et d'une attitude de méfiance vis-à-vis de l'ordre, est-ce que ces pratiques sont adossées sur une vision politique bon, voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je... Si, non mais c'est marrant que, oui, parce qu'en fait moi alors la question du commun, elle était très présente dans le film et on y revient tout le temps dans le sens justement gestion partagée de ressources naturelles, que ce soit la forêt, les estives dans les Alpes. J'avais beaucoup travaillé. Il y avait une séquence en fait avec un agriculteur au Vorarlberg sur la question des pâturages. Donc la question du mise en commun aussi de l'outil de production, etc. Mais je pense en effet que le film s'adosse plus et que les personnages du film sont plus dans une culture anarchisante que communiste. Mais je ne m'étais pas fait la réflexion avant que tu en parles là. Mais ouais, il faudrait... On est plus du côté de la coopérative. Et alors, un certain anarchisme, effectivement, un anarchisme, un communalisme anarchiste, un peu à la Murray Bookchin. Mais sans doute que le film n'est pas tellement dans une tradition communiste. C'est bien possible. Ouais. Et je veux dire, y compris chez les gens... parce que les gens des Galline et Felici, c'est très varié, mais... Roberto ou Barbara, c'est des gens qui étaient très engagés dans les années 70, du côté de Potere Operaï, des choses comme ça. Donc des gens vraiment de gauche. Mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que si tu avais fait le film à cette époque-là, j'ai le sentiment que tout le monde parlerait avec parlerait de communisme, quoi, parlerait avec un langage ouvertement, structuré politiquement, etc. Et là, je sais pas, moi, ça me frappe quand cet homme fait l'espèce de pyramide en disant... et en fait, il y a des mots pour définir ça, quoi. Je sais pas comment dire, Bon, en fait, je sais pas, c'est que j'ai l'impression qu'on est à un moment là où beaucoup de gens essayent d'expérimenter des façons de faire différemment, etc. Et qu'il y a aussi comment dire, un risque à mon sens, perdre de vue une forme d'horizon politique clair, quoi, qui fait qu'on peut très bien se retrouver de l'écologie glisser vers l'extrême droite. Et je me demande, en fait, chez les personnes que tu as filmées, quoi, est-ce que c'est des choses qui sont thématisées, parce que donc c'est l'Europe, etc., mais en Europe, c'est aussi la montée du fascisme. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, quoi, qui m'interroge profondément.
si les gens qui s'organisent très concrètement, matériellement, en commun, dans une forme de, voilà, d'économie locale, etc., et qui est évidemment désirable, et bon, voilà. Voilà, est-ce qu'il y a un manque de quelque chose? Je sais pas. Voilà. C'est pas vraiment une question, quoi. C'est plus une forme d'interrogation, voilà, que je me pose, quoi. C'est difficile de répondre pour eux. Ils répondraient certainement pas tous la même chose. Je pense que à ce moment-là, donc c'est il y a 8 ans, quand je filme, je pense qu'il y a une difficulté assez générale à concevoir un projet politique universel, quoi. Et c'est là où on est sur la sellette un peu. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens qui essaient de penser leur échelle pour ne pas complètement désespérer. Il y a cette dimension-là, c'est aussi l'énergie du désespoir. Chez Roberto, c'est une expression qu'il a utilisée. Les Galline et Felice, si ça existe et si ça marche, c'est ce qui nous a animés, c'est l'énergie du désespoir. Donc quand ils formulent quelque chose qui les dépasse, c'est toujours sous l'angle du réseau et de la culturation et des relations au-delà des frontières linguistiques ou nationales. Mais il n'y a pas de projet, on ne va pas au-delà de ça, en fait. Mais je pense que c'est un reflet de l'époque, en fait, de la difficulté à penser et a fortiori à énoncer un projet de ce type. Moi, je voudrais vous remercier pour la question, parce qu'elle est extrêmement importante, en fait, cette question. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il y aurait un paysage qui a une identité? Ou est-ce qu'on filme l'identité du paysage? Et moi, ce que je trouve dans la filmographie et dans le film de Dominique, c'est qu'il n'y a jamais d'identité du paysage. Et que l'utopie, elle passe par une désidentification, justement, des paysages. Voilà. C'est pour ça que j'ai employé le terme de diversité. Et cette question de la coopérative, elle crée aussi une forme d'altérité, la question du travail aussi de l'effacement des frontières. Donc c'est une vraie question politique, parce qu'il y a encore, dans la carte postalisation des territoires, dans les médias, il y a quand même cette idée de penser le paysage à partir d'une identité. Et l'identité, c'est la question de la racine, c'est l'archaïsme, et on sait derrière ce qu'il y a. Et je crois que ça, c'est un vrai enjeu, en fait, d'une réflexion aussi politique et utopique. C'est justement repartir aussi des territoires et des paysages et pas les penser en fait comme des espaces d'identité. Enfin, en tout cas, c'est des questions qui sont importantes à soulever, il me semble. Oui, ou en tout cas pas les penser dans des visions totalement figées de l'identité et qui deviennent justement le substrat de tous les pires romans nationaux ou de l'écologie d'extrême droite, dont le localisme est un des pires avatars. Après, ce que je trouve, là où ta question... elle rejoint vraiment du point de vue de la forme ton film, Dominique, c'est ce très beau mot qui est utilisé par les Galline et Felice, donc qui est traduit en français par coexister, qui en italien se dit convivere. Et on a parlé ce matin de convivialité, et je trouve que pour le coup, le glissement de la traduction est passionnant, parce que justement, ce qui me semble être une très belle séquence, c'est la séquence avec le tunnel de l'autoroute, où il va s'agir de composer avec. Il n'y a pas du beau et du laid. Enfin, il n'y a pas le paysage était beau et maintenant il est laid. C'est les deux à la fois. Et de toute façon, c'est un réel avec lequel il faut composer, comme dirait Descola. Et je trouve que c'est là qu'il y a aussi justement le ferment d'une utopie très réaliste aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un fantasme de retour à ou de retour vers. Quelque chose est là, quelque chose qui amène par ailleurs aussi dans une vision qui n'est pas strictement individualiste d'une forme de jouissance carte postalisée du paysage c'était très beau, parce qu'il le dit d'ailleurs très bien, il le problématise, il dit ça amène de l'économie, de la circulation, ça amène des choses positives. Donc on fait avec. Il y a juste la question que ça pose, c'est à quel endroit on s'arrête et quelles limites on pose. Et là, il y a des enjeux de résistance ou de lutte et donc qui passent par cette auto-organisation. Mais c'est ça qui me semble... Enfin, je trouve que la façon dont tu filmes
les paysages de manière générale, elle est toujours, elle est dans cette, enfin, c'est quelque chose qu'on a sous les yeux en permanence, mais elle ne vitrifie jamais le paysage dans une vision plutôt qu'une autre. C'est le temps des grâces qui s'ouvre avec les plaines de Seine-et-Marne et les pylônes électriques et les avions qui atterrissent. Et c'est tout ça, le paysage, enfin, qui compose à la fois du potentiel sublime, de l'ordinaire, du très laid. Et de cette manière, enfin moi je trouve ça très beau la façon dont ton film est peuplé d'avions, Ouais. qui est aussi en fait une manière de mettre en réseau des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'impensé à cet endroit. On sait très bien, si on creuse un peu, que la question du transport aérien, elle est très problématique. C'est l'apanage des riches, ça détruit. Enfin bon, je ne vous apprends rien. Et en même temps, c'est aussi ça qui, d'une certaine manière, permet cette mise en réseau. Peut-être, c'est peut-être par là qu'en partie les oranges transitent. J'en sais rien. Peut-être qu'elles transitent par bateau, mais en tout cas, voilà, je trouve que tout Par ça, camion. habite le film et déjoue le piège de, même s'ils ne sont pas adossés à une idéologie ouvertement formulée, comme tu le disais, et qui est de fait un truc très curieux maintenant que tu le dis, et ben malgré tout, tout est en permanence, je trouve, problématisé dans un rapport permanent au réel. C'est ça que je voulais dire. Et je suis toujours saisi de voir que cette mise en réseau que tu fabriques toi par le film, enfin, on sent sans avoir besoin que ce soit dit que cette curiosité que les uns et les autres ont les uns pour les autres à travers le fait que tu leur parles, bizarrement on la sent. Enfin, il y a quelque chose d'un rapport très organique à passer d'une séquence ou d'un paysage ou d'un pays ou d'un lieu à l'autre. Et voilà, pardon, j'ai totalement dérivé, mais c'était pour rebondir. Si vous avez une dernière intervention, peut-être pour avant qu'on... Oui. Enfin, on peut déborder un peu, je pense, mais... Ouais. Ouais, merci pour ce film c'est intéressant le point de vue du français sur l'ailleurs, quoi. Peut-être en Suisse, il y a une autre tradition, une autre conception de l'État aussi, hein, je pense. Mais moi, je trouve que c'était un film vraiment... Enfin, je voulais aussi remercier Corinne et Clément parce que c'était un film vraiment bien choisi pour l'utopie, parce que là, on voit, par rapport à... Je rebondis ce que tu dis sur le paysage, là, ces plans où on voit les avions, le paysage qui a été transformé. Il y a un très beau plan aussi, on voit le train avec des autoroutes empilées comme ça. On a vraiment toute une série par le montage de propositions utopiques. Comment on fait avec, comment on vit avec ça, comment on continue à habiter, à vivre, à produire des choses à partir de l'état du monde dans lequel il est. Donc c'était un film, enfin le terme d'utopie, il apparaît pas souvent dans le film, mais c'est un film qui pose vraiment clairement la question de l'utopie. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais vous... Oui, j'avais plutôt une question sur les paysages sonores, la manière dont vous, dans le montage du film, vous travaillez donc le son des avions, de la circulation, à la fois donc en Sicile, et comment vous faites revenir quasiment à la fin du film jusqu'à sur la fresque, je crois, ce travail de paysage sonore, donc en matière de mixage, de gestes, comment vous avez travaillé Est-ce qu'on pourrait dire c'est de la pollution sonore, mais est-ce que de la pollution, est-ce que c'est de la pollution sonore pour vous? Quoi donc Ce sont des avions, de la circulation. En fait, la bande son, elle est... c'est très bête. On essaie de la travailler pour qu'elle ressemble le plus à ce que j'entends. Donc, c'est du travail en montage son et en mixage pour essayer d'être le plus juste possible, que les choses soient à leur place,
ni les forcer. Je donne jamais une dimension plus expressive à un son où je force. Enfin voilà, je me dis. Donc en fait, c'est quand même à 90% les directs qu'on entend. Et puis, mais voilà, des directs pris parfois dans des conditions un petit peu acrobatiques, hein, d'un tournage documentaire, donc avec des scories. Donc voilà, le travail consiste c'est plutôt un travail de nettoyage et puis parfois je dirais, peut-être pas tant d'ailleurs sur ce film aussi que sur le dernier, La Rivière, où là le travail sur le son, il était intéressant aussi parce que on montait rivière sur rivière sur rivière, et ce qui était compliqué, c'était comment singulariser chaque séquence sans travestir. Donc il y avait toujours un travail assez délicat à faire de différencier quand même le son des rivières par rapport à l'autre. Bon, je pense que là, il y avait, à une moindre échelle, il y avait aussi ces enjeux-là, de faire des contrastes, de trouver, disons, une unité sonore pour chaque séquence, tout en étant le plus réaliste possible. Après, là, en revoyant la fin du film, j'avais oublié qu'on avait fait ça pour la fresque, et qu'on fait partir les sons donc, de la séquence qui précède pour terminer sur des bruits sur des sons de campagne, dont, à vrai dire, je ne me souviens plus si ce sont des ambiances prises en Autriche, en Sicile, ou comment on avait fabriqué ça. Ça s'est un peu perdu dans ma mémoire. Il faudrait que je repose la question à Michael Kandelman, le monteur son, s'il s'en souvient. Moi, je crois que ce qui comptait pour moi, je suppose, c'était d'arriver à cette dernière image, qui est un endroit dans la fresque qui me touche tout particulièrement, et de m'arrêter sur ce détail et de le sonoriser, quoi. De pouvoir s'y croire, quoi. S'y projeter, ouais. Oui, et derrière vous. Cette petite question, c'est juste pour savoir si vous aviez déjà une idée claire des personnes que vous alliez voir à l'écriture du projet, ou est-ce que vous aviez en arpentant ces paysages, est-ce que les rencontres menaient à d'autres rencontres? Comment c'était ce choix? Alors, à un moment, il y avait une extension plus grande du film. Je pensais aussi filmer un groupe qui s'appelle les territorialistes, qui sont des architectes, des urbanistes, des philosophes italiens. D'ailleurs, Alberto Magnaghi, qui est à l'origine a écrit un livre qui s'appelle Le Projet Local, par exemple. Donc j'avais rencontré, je voulais qu'il y ait Alberto, puis finalement ça s'est pas fait parce que je me suis rendu compte que ça allait être trop de situations, et j'avais aussi à un moment imaginé aller jusqu'à Munich, parce qu'il y avait des expériences de développement local à Munich et des démocraties qui m'avaient intéressé. Donc j'ai resserré tout ça sur la ruralité. Donc Caminada, oui, dès le début, je ne l'avais jamais rencontré, mais je connaissais le village de Vrine depuis assez longtemps, et je connaissais bien le travail de Caminada, donc c'est architecte, donc lui c'était très clair. Et les Gallines et les gens du Fort Albert, j'ai fait 2 voyages, deux petits voyages, enfin de peut-être 5 jours à chaque fois, seul en Sicile et accompagné de Christine Segedzi en Autriche, pour rencontrer les gens. Donc en fait l'écriture, elle s'est faite en fait, moi, mes films, mais bon, je pense que c'est souvent le cas, surtout quand on fait des films documentaires aujourd'hui, on doit écrire, et la recherche de financement, c'est très long. Donc il y a une première étape du dossier, et puis avec ça, si on a eu des aides, on peut aller faire des repérages, et on réécrit, etc. Donc il y a une écriture continue, et souvent même,
tournage commence vraiment, et je continue à écrire le scénario, et on commence le montage avant de tourner à nouveau. Donc c'est une il y a une relation quoi, entre les tournages, les repérages, l'écriture, le montage, tout ça se mélange. Donc ça quand même, lorsqu'on est parti, on n'avait pas beaucoup de moyens. Pour mes films précédents, je n'avais pas fait de repérage. Donc là, les personnages, les protagonistes avaient tous été identifiés lors des repérages. Pour les Galine et Felici, c'était très facile, puisqu'ils travaillent ensemble. Pour le Vorarlberg, il y a quelques situations que j'ai filmées, que je n'ai pas gardées pour le film. D'autres architectes représentant cette fameuse école des Baukunstler, ces architectes écologistes du Vorarlberg. Aussi toute une séquence autour d'une ferme, une très belle ferme dans la vallée du Rhin. Bon, tout ça, je n'ai pas pu le garder. En fait, moi, je garde une sorte de regret. Je me dis, il y a un film à faire. Il faudrait faire un film vraiment sur le Vorarlberg, sur la pratique de la démocratie participative dans cette région et la façon dont il y a quelque chose qui a été compris sur les enjeux environnementaux, enfin la contiguïté, la relation, enfin voilà, qu'on ne peut répondre à la crise environnementale que par une intensification démocratique. Ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré là-bas, et ça s'est fait depuis la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, il y a plein de gens qui m'intéressent là-bas, que j'ai commencé à rencontrer à l'époque, et puis il n'y avait pas la place, quoi. D'autres films à venir? Oui, un autre film à venir, mais en même temps, c'est des questions, moi, qui me semblent très, très importantes, mais je pense qu'ils ne rencontrent pas un grand écho du côté des financeurs. Et alors aussi, ce qui m'a frappé là en revoyant un peu le film, c'est à quel point la situation s'est dégradée depuis, quoi. À quel point le film s'éloigne, en fait. Ben, on va devoir couper là, pardon. Ça passe trop vite, mais si on ne veut pas prendre trop de retard sur la fin de la journée. Merci Merci infiniment, Dominique.